J'ai fait des films qui étaient, on va dire, beaucoup plus engagés que celui-là. J'ai fait tout un tas de choses, des programmes pédagogiques, et j'ai l'impression d'être aujourd'hui un peu à court d'arguments pour arriver à faire muter nos sociétés, arriver à faire comprendre que lutter contre le dérèglement climatique, c'est pas retourner vers la préhistoire, mais c'est au contraire marcher avec une magnifique utopie vers le futur. La cordillère des Andes. Ces forêts les plus australes du monde. Plus on descend vers le sud, plus la neige et la glace prennent le pouvoir. Certains ont perdu la vie pour poser le drapeau de leur pays sur ce qui n'est finalement qu'un symbole. Qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas ? Ça fait 30 ans que je vais en Antarctique, je suis toujours aussi, on va dire, magnétisé, aussi séduit, aussi sous le charme de ce continent. Et j'ai eu envie, à ce moment-là de ma vie, de faire cet objet plus artistique que militant, pour raconter ce que c'est que ce voyage, pour m'interroger aussi sur cette addiction, mais aussi pour m'interroger sur cette notion de conquête du monde. Parce que quand on est en Antarctique, on a vraiment l'impression d'être au bout de quelque chose. L'addiction à l'Antarctique, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Pour autant que je sache, dès que vous prenez les récits des premiers explorateurs là-bas, vous avez déjà cette notion-là. Je crois que c'est quelque chose qui est partagé par tous les gens qui ont mis les pieds en Antarctique, ou à peu près, un besoin quasi irrépressible de revenir. On a un peu du mal à expliquer, sauf qu'on est unanime sur le fait qu'on en est tous, je veux dire, victimes. Charcot a des mots très beaux pour dire ça, dire ce paradoxe, c'est loin, ça fait mal, il faut du temps pour y aller, ça nous éloigne de nos proches, on y risque notre peau parfois, et pourtant on a envie d'y retourner. Toute chose égale par ailleurs, oui, il y a un manque, il y a un vrai manque de cet endroit-là, parce que, j'allais dire en tout cas moi j'y retrouve des sentiments, des sensations, une place au monde que je n'ai pas ici. Du fait de l'immensité des paysages, du fait de la brutalité des éléments, du fait de la qualité des relations entre les êtres humains eux-mêmes. Donc cette addiction, elle est nourrie aussi par la privation d'une certaine manière. Bienvenue dans le royaume des glaces. Tout nous dépasse, le temps, les forces en présence. J'ignorais qu'en posant le pied là, je resterais marqué à jamais par la soif de revenir, et revenir encore, au-delà de toute forme de raison. Luc Jacquet, la première fois que vous avez foulé l'Antarctique, c'était en 91, vous aviez 23 ans. Quels souvenirs en gardez-vous ? Des souvenirs extrêmement précis d'arriver sur l'Antarctique, puisque je crois que c'est vraiment la collision avec ces paysages est tellement puissante, tellement inimaginable, que je crois que ça reste des images qui sont très fondatrices. Après, évidemment, tout ça se dissout dans le souvenir. Je me souviens avoir écrit un journal durant mon hivernage. Je suis resté 14 mois la première fois. Et le reprendre plus tard et m'étonner de voir que la machine mémorielle avait complètement changé les choses. C'est assez troublant. On est tout de suite dans des échelles de froid et de vent qui sont beaucoup plus considérables que celles qu'on peut connaître chez nous. Enfin, moi, le plus froid que j'ai connu là-bas, c'est moins 57. Mais on peut s'amuser à aller au-delà quand vous passez l'hiver dans les stations continentales, vraiment au milieu de l'Insys. Je crois que le vent, on a vécu des 220 km/h de vent. Éprouvez vous-même votre résistance, vos sensations par rapport à des éléments aussi puissants. Je trouve que c'est quelque chose de riche d'enseignement. Déjà, ça vous amène un sentiment de fragilité, ça vous amène une modestie, en tout cas personnelle, qui est considérable. Je trouve que ça remet l'homme là, avec un grand H, à sa place, finalement. Lorsque l'on est en contact de tels paysages, peut-on encore s'émerveiller dans son quotidien ici ? Tout ne paraît-il pas fade ? Pour moi, l'émerveillement, c'est pas une question de billet d'avion, c'est pas une question de cherté du voyage, c'est pas une question d'éloignement, c'est une question de disposition d'esprit, de disposition sensible. Et j'ai pas besoin d'être en Antarctique pour m'émerveiller d'un paysage. Qu'on s'entende bien, moi je suis profondément humaniste. Je vis dans des paysages qui sont des paysages sculptés par la nature, par l'homme, dans une forme d'harmonie, dans une forme d'usage. Et cet usage de la nature, depuis des siècles, a façonné des milieux, a façonné des espèces, a permis à des espèces végétales, animales d'exister là. Donc pour moi, un paysage dit anthropisé n'est pas un paysage qui me révulse, au contraire, puisque c'est ça que j'aime et c'est ça. Après, la confrontation avec les espaces naturels, on va dire non domestiqués, est aussi quelque chose qui me procure du plaisir, dans le sens de l'exploration, là pour le coup, l'exploration scientifique. Quelles sont ces espèces ? Qu'est-ce que je vais trouver ? Comment fonctionnent-elles ? Quelles sont leurs relations entre elles ? Dans votre film, vous vous interrogez, où faut-il se réfugier pour échapper au spectacle pathétique de nos empreintes ?
Oui, et je continue. Quelle place la société laisse aux rêveurs et aux amoureux des grands espaces? Parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, c'est que ces valeurs-là, qui ne sont évidemment pas des valeurs économiques, qui ne sont même pas des valeurs touristiques, elles ne sont absolument pas valorisées, alors que je crois que chacun a à l'intérieur de lui-même une capacité à s'émouvoir en prise directe avec le grand spectacle de la nature. Encore une fois, le grand spectacle de la nature, pour moi, c'est dans la forêt. Ça peut être dans la forêt de Fontainebleau ou peu importe. Mais je pense que c'est cette capacité-là qui aujourd'hui nous permettrait de retrouver un rapport apaisé avec la nature, peut-être d'avoir un peu moins peur de l'avenir, ce qui n'empêche pas d'être conscient et d'être militant. Mais ça fait un peu baisser la pression. La présence des phoques signale pour nous un autre danger. Leur trou de respiration. C'est votre 4e film au pôle Sud en tout, mais c'est aussi peut-être le plus personnel puisque vous vous mettez en scène. Pourquoi avoir choisi cette forme de narration? Je crois que cette position archétypique de l'homme ou l'humain avec un grand H dans la nature est quelque chose que j'aime bien. C'est un tropisme de mon cinéma. Le renard et l'enfant, c'est une petite fille toute seule qui se balade. Moi, ce qui m'importait, c'est qu'il y ait un point de vue humain, mais que ma présence ne soit pas embarrassante. Ce qui m'importe, c'est donner une échelle aux éléments, donner une échelle au paysage, puisque l'Antarctique a ceci de particulier, c'est que vous ne savez pas si vous avez devant votre caméra, au moins quand vous êtes à l'écran, un bloc de glace qui fait 15 cm ou si c'est un iceberg qui fait 20 km. Je pense que tous les réalisateurs se cachent, que ce soit derrière une voix off ou derrière des acteurs qui finalement vont incarner leur point de vue pour des raisons de forme et aussi de maturité peut-être. J'ai accepté de me mettre en scène et surtout effectivement de porter cette voix très personnelle, tout simplement parce que effectivement aujourd'hui moi j'ai fait des films qui étaient on va dire beaucoup plus engagés que celui-là, tout un tas de choses, des programmes pédagogiques, et j'ai l'impression d'être aujourd'hui un peu à court d'arguments pour arriver à faire muter nos sociétés, arriver à faire comprendre que lutter contre le dérèglement climatique c'est pas retourner vers la préhistoire, mais c'est au contraire marcher avec une magnifique utopie vers le futur. Évidemment je ne peux pas m'empêcher de parler de la mélancolie qui me saisit quand on est dans ces paysages qu'on voit se dégrader à vue d'œil. Moi je suis toujours méfiant de ces messages écologistes qui ne s'adressent qu'aux écologistes. Moi je me dis comment on va chercher les autres aujourd'hui, comment on va chercher ceux qui ne sont pas convaincus. Et moi j'ai le sentiment aujourd'hui de poser un regard complètement différent, déjà un regard beaucoup plus, j'allais dire, émerveillé, paradoxalement, puisque ce qui à 23 ans me paraissait dû, me paraît aujourd'hui être un privilège absolu, un privilège rare, un privilège dont je ne sais pas s'il se reproduira même un jour. Donc ça vous donne une intensité dans votre regard, dans la relation que vous pouvez avoir avec cet univers-là. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la notion de transmission, c'est qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Est-ce que j'ai réussi ou non à faire basculer notre société vers quelque chose qui me semble, moi, plus pertinent, durable en tout cas. Et la réponse, elle n'est pas univoque, loin de là. C'est-à-dire qu'on est toujours aujourd'hui en train de sombrer petit à petit vers des réchauffements de plus en plus intenses. On est en train de pinailler encore sur cette question de sortie des énergies fossiles ou pas. Et malgré tout, on n'y arrive pas. Et malgré tout, ça reste des sujets de discorde aujourd'hui extrêmement importants. Pour moi, ça veut dire qu'on n'a juste pas trouvé les mots. On n'a pas trouvé la communication suffisamment limpide pour que tout le monde adhère à cette idée qui ne devrait même pas être un débat finalement. Depuis votre premier voyage, il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont disparu même. Vous parlez de la plateforme de glace de Larsen et vous dites « Ce vide raconte mieux que n'importe quel manifeste la puissance destructrice de nos sociétés ». Que voulez-vous dire? Je crois que le gigantisme des milieux dans lesquels on va quand on est en Antarctique vous disent d'emblée tout ça est immuable. C'est d'une puissance terrifiante, ça peut vous écraser en une fraction de seconde, on ne parlera plus jamais de vous. Et pourtant, l'humanité, par procuration, puisqu'on est très loin, quand vous êtes dans les glaciers de l'Antarctique aujourd'hui, on sait que les scientifiques sont en train de découvrir qu'ils sont atteints beaucoup plus profondément qu'on ne l'imaginait. Il y a une espèce de hiatus. Évidemment, quand vous êtes dans une zone industrielle, l'impact il est évident, vous voyez des cheminées, etc. Là, vous êtes très très loin de l'humanité, vous êtes très très loin de la civilisation, et pourtant. Et ça nous amène à cette notion aujourd'hui, qui est la notion d'anthropocène. L'humanité, depuis près d'un siècle, est une force géologique à part entière, qui est en train de modifier à la fois son milieu et son climat. Et la vraie donnée, elle est là. Et je trouve que, parce qu'on est en Antarctique, parce qu'on est au milieu de nulle part, parce qu'on est très loin de l'homme, sur un continent qui n'a jamais été colonisé par l'homme, ça donne une espèce d'idée de cette suprématie funeste dans laquelle on est engagé aujourd'hui. Donc c'est la valeur, pour moi, d'exemple qui est très, très impressionnante. Enfin, il y a une dimension testamentaire également dans ce film. Finalement, vous vous interrogez en creux, quelle planète laissera-t-on à nos enfants? Je me sens redevable intimement que devant mes enfants, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, par rapport au travail que je peux faire, par rapport à l'implication que je peux. D'abord,
c'est eux qui me regardent tous les matins et qui vont me dire à un moment donné, si on est dans une situation critique, toi, qu'est-ce que tu as fait? T'étais où? On connaît ça, on a déjà vécu ça dans d'autres situations. Cette notion-là, elle est extrêmement importante. Moi, j'ai été comblé par la vie, j'ai été extrêmement chanceux dans mon parcours de vie. Je crois, aujourd'hui, je me dis comment j'arrive à solliciter des énergies. Si je voulais être trivial, je dirais à redonner le moral à cette génération qui me paraît extrêmement perdue dans son rapport à la nature, dans son rapport au futur. Peut-être que, pour moi, ça me paraît trivial dans le sens où j'ai eu la chance de grandir très près du contact de la nature, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de discontinuité, il n'y avait pas de heurts, tout ça était dans le flux d'une tradition rurale bien établie, assez sage, sans ambition, mais très sage. Et je crois que, voilà, moi je me sens investi, peut-être pas d'une mission, mais en tout cas d'une responsabilité, encore une fois au regard de la chance que j'ai pu avoir dans ma vie.